Les éclats de lire. Fête du livre jeunesse. Les 26 et 27 mai 2018. Découvrez l'ensemble de la programmation dans cette émission. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission des éclats de lire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Je suis un peu enrhumé, mais sinon ça va bien. Ouais. Bon, le temps est pluvieux chez nous également. Marc Dagneau, vous êtes auteur et illustrateur jeunesse ? Oui. Est-ce que vous êtes l'un plus que l'autre ? Moi, je suis sûrement plus illustrateur. Voilà. Comment est-ce que vous êtes tombé dans ce métier d'illustration alors ? Ah. Je suis tombé à force de rencontrer des gens, quoi, enfin, et de faire des choses. Donc c'est un peu flou comme ça, mais et voilà. Et j'ai commencé par faire de la bande dessinée, et puis après, on m'a proposé d'illustrer un roman policier. Et là, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux faire, en fait, parce que la bande dessinée, je trouvais ça trop contraignant. Mélanger les mots dans les dessins, j'étais pas à l'aise avec ça, alors que là, une page de mots à côté d'une page de dessin, je trouvais ça très bien. Voilà, donc j'ai fait ça chez Futuropolis Gallimard, et après j'ai rencontré les gens du Seuil jeunesse de l'époque, et ils m'ont proposé de faire un album, et puis voilà. Et ensuite, ça a continué. Vous avez une assez longue bibliographie quand même. Oui. Alors, pour les besoins de la communication du festival Les Éclats de Lire, vous nous avez envoyé 10 mots pour vous présenter. Je vais vous demander de réagir à chacun de ces 10 mots au cours de l'émission. Et je vais commencer par le mot « main ». Alors, voilà, déjà c'est un beau mot. Et puis, j'aime bien faire les choses avec mes mains, et notamment dessiner. Et je trouve que les mains, ça définit pas mal de choses chez les gens. Et la manière dont ils s'en servent aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je vois pas trop. Et est-ce que vous aimez faire des choses avec vos pieds aussi, puisque ce mot vient ensuite ? Oui, j'aime bien marcher, j'aime bien courir. C'est bien les pieds aussi, oui. Alors, je remarque, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais la main est au singulier. Vous avez plutôt l'habitude de travailler à une seule main plutôt qu'à deux ? Oui, je suis droitier, donc c'est vrai que quand je dessine la main gauche, je sais pas ce qu'elle fait, elle doit dormir, voilà. Elle sert à tenir le menton. Quand je marche, j'ai besoin de mes deux pieds, quoi. Donc, ça doit être pour ça. Merci, on va écouter une musique que vous nous avez proposée. Il s'agit d'Henri Salvador, une chanson douce. À la fin de ma vie, juste à la fin de ma vie. Henri Salvador avec une chanson douce sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission des éclats de lire. Je suis au téléphone avec l'illustrateur et auteur jeunesse Marc Dagneau. Marc Dagneau, c'est vous qui avez choisi cette musique. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Oui, parce que je me souviens que quand j'étais petit, mon père et ma mère chantaient cette chanson. Mon père à la guitare et ma mère chantait. Et c'est un de mes premiers souvenirs et une de mes premières émotions musicales. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup écouter de la guitare. Voilà, enfin les guitares en général. D'accord, merci. Et Henri Salvador, oui. Oui. En plus, il a amené ce truc jazz, groove dans la musique française qui groove toujours pas beaucoup, souvent. Voilà. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Je vais tirer un autre mot. Je tire un autre mot de votre liste, le mot éléphant.
Ouais, alors ça, il y a plein de trucs. Éléphant, ben, je crois que le deuxième film que j'ai vu au cinéma après Bambi, où j'avais pleuré parce que c'était quand même horrible, euh, quand sa maman meurt là, ce pauvre petit Bambi. Donc j'avais pas aimé, mais après, ouais, j'avais vu Dumbo l'éléphant volant, et vu que j'avais des grandes oreilles, je crois que je me suis, j'ai toujours des grandes oreilles, je me suis vachement identifié à ce personnage. Et, euh, et puis voilà. Et après, enfin voilà, là récemment, vu que j'ai eu la chance d'aller en Afrique, d'être invité au Bénin il y a 2 ans. J'en ai profité pour aller dans une réserve, et là j'avais des éléphants en vrai, et je m'en suis pas remis. Et je m'étais dit, voilà, si j'ai encore la chance d'y retourner, je passerai plus de temps dans les réserves. Et j'ai eu la chance d'y retourner l'année dernière, en 2017. Et là c'était au Niger, et là aussi il y a une réserve avec des éléphants. Enfin, en fait, c'est la même réserve qui est à cheval sur la frontière. Et là, donc j'ai passé une semaine à pister les éléphants, à voir leurs traces et tout ça, mais à en apercevoir un et pendant une semaine. Et puis l'avant-dernier jour, j'ai vu un troupeau de 17 éléphants. Waouh! Qui a traversé la rivière devant moi. Enfin bref, c'était Ça doit être complètement magnifique. magique. Ouais. Donc voilà, les éléphants, voilà, c'est une espèce de totem pour moi maintenant, assez récent. Vous devez avoir été content alors d'être publié aux éditions des éléphants? Ouais, je pense qu'il y a une espèce de... Oui, c'est étonnant, ouais. Enfin, voilà. Donc on va... Oui, après, quand je suis rentré du Bénin en 2016, quoi. Voilà. Voilà, puis c'est la mémoire, c'est aussi la résilience, c'est la force, de vie, quoi. Enfin, voilà. Vous avez illustré un album qui est sorti le 24 août 2017 aux éditions des éléphants, Ruby Tête Haute. Est-ce que vous voulez nous faire le synopsis de cet album ou... Alors, donc, c'est l'histoire vraie de Ruby Bridge, donc, qui avait 5 ans, je crois, 5-6 ans en 1960, à la Nouvelle-Orléans. Et à cette époque-là, aux États-Unis, dans les États du Sud, il y avait ce qui s'appelle la ségrégation, c'est-à-dire que les Noirs et les Blancs ne devaient pas se mélanger dans les espaces publics. Et il y avait des écoles pour les enfants noirs et des écoles pour les enfants blancs. Et l'État fédéral, c'est-à-dire que l'ensemble des États-Unis, la Fédération des États indépendants des États-Unis, en fait, a décidé que la ségrégation était anticonstitutionnelle, et donc qu'il fallait que les Noirs et les Blancs aillent dans les mêmes écoles. Et donc je dis bien que c'est en 1960, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc les États blancs, ils ont tout fait pour que ça arrive pas, et notamment ils avaient décidé la Nouvelle-Orléans a décidé que les enfants noirs devraient passer des examens très difficiles pour pouvoir accéder aux écoles pour enfants blancs. Et à la Nouvelle-Orléans, il n'y a eu que 6 petites filles qui ont eu l'examen sur toute la ville. Sur 130 enfants qui l'ont passé. Je sais pas le chiffre. C'est en tout cas le chiffre que j'ai trouvé, c'est 6 enfants sur 130. Donc effectivement, c'est un examen très très dur. Et donc Ruby Bridge, et Ruby Bridge était la seule enfant noire à aller dans l'école, je sais plus comment elle s'appelle, qui est mentionnée dans le livre, alors que les 5 autres petites filles allaient ensemble dans une autre école. Et même si les autres, elles étaient 4, il y en a une qui a abandonné parce que c'était très dur, parce qu'il y avait des manifestations des parents blancs, donc qui voulaient pas que leurs enfants se mélangent avec des enfants noirs. Donc des manifestations très violentes, avec des insultes, exactement. Avec des violences physiques presque. Ouais. Et donc ça a marqué le début des années 60 aux États-Unis, à tel point que Norman Rockwell, qui était un grand illustrateur, qui a commencé à travailler dans les années 30, a fait une illustration qui s'appelle The Problem We Still Live All, avec mon super accent. C'est-à-dire que le problème avec lequel nous vivons tous, et c'est cette fameuse petite fille, Ruby Bridge, encadrée par 4 policiers
qui se rend à l'école et elle passe devant un mur avec écrit Niggers, il y a une tomate écrasée et on voit pas la tête des policiers. Et, voilà, et la petite fille a une robe blanche, elle tient ses affaires d'école et elle avance d'un pas décidé, en baissant la tête, contrairement au titre du livre qui s'appelle Ruby Tête Haute. Alors, et du coup, qu'est-ce que vous pensez justement de ce titre Ruby Tête Haute? Eh ben moi je trouve ça très bien. Voilà, parce que justement, alors j'ai pas fini le synopsis, mais c'est peut-être pas très grave. Donc Ruby va à l'école et elle affronte tout ça, et pendant un an, elle va à l'école et elle a une institutrice pour elle toute seule. Et l'année d'après, car même si les parents soit déscolarisent leurs enfants, soit les empêchent d'être dans la même classe que la petite Ruby. Voilà. Et au bout d'un an, ils se sont calmés. Et donc, voilà, il y a d'autres enfants noirs dans l'école, mais Ruby est un peu perdue parce qu'elle a plus son institutrice pour elle toute seule, et voilà, mais c'est... donc ça raconte tout ça, et ce qu'a vécu sa famille aussi pendant cette année terrible pour elle. Les parents qui ont perdu leur travail, et en même temps la solidarité qu'il y a eu avec eux. C'est ça, ce qui est bien dans les épreuves, c'est qu'à la fois il y a des choses terribles et puis des choses très belles. Et notamment la femme du président, je crois, Madame Roosevelt, qui a envoyé une lettre à Ruby. Je crois que c'est la femme de l'ancien président, Madame Eisenhower. Eisenhower. Oh là là, j'ai pas révisé, je suis désolé. Il me semble que c'était la femme du précédent président. Mais j'ai mal révisé aussi. Hein. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis. Et donc le point de départ de cet album, c'est le tableau de Norman Rockwell. Voilà. L'illustration de Norman Rockwell, je l'ai dit après. Vous connaissiez déjà ce tableau avant de... Ben, bien sûr, parce que en fait Norman Rockwell, c'est un peu, c'est quand j'ai découvert, je sais pas, je devais avoir 18 ans, un livre un catalogue, une rétrospective d'une exposition qui lui était consacrée. Je trouvais ça incroyable. Et voilà, j'étais dans une librairie à Nantes, parce que j'habitais Nantes, où je traînais pour feuilleter toutes les bandes dessinées. Je tombe sur ce livre-là et j'ai, voilà, qui était très cher, et j'ai mis 2 mois à me décider pour l'acheter, quoi. Et je l'ai toujours. Et ce qui m'a marqué dans le travail de Norman Rockwell, c'est l'humanité qui est toujours présente. Enfin, il y a un regard bienveillant, et on est bien quand on regarde ces images, quoi. Et les personnages, ils sont pas trop idéalisés, ils ont leurs défauts, ils sont vraiment, enfin voilà, plutôt humains, plutôt que, on n'est pas dans quelque chose de l'idéalisation, on est plus dans la proximité. Et ça, je trouvais ça incroyable. Et donc quand Caroline Drouot et Ilona Meyer m'ont proposé d'illustrer ce texte, moi je leur ai dit, ça serait bien de faire une copie est-ce que je peux faire une copie de cette fameuse illustration? Et elles ont demandé parce qu'il y a une fondation Norman Rockwell, et donc ça doit être les héritiers, la fondation Norman Rockwell a accepté, donc je suis très fier de ça. Voilà. Comment est-ce que vous êtes approprié le tableau pour le ressortir avec votre main et vos pinceaux? Eh ben, en fait, le problème, c'est que le tableau tel qu'on le connaît, ou l'illustration telle qu'elle est connue, elle est dans des tons très gris et jaunes, et je me disais que ça allait pas coller avec la palette que j'utilise habituellement, ou si je faisais en tout cas tout l'album comme ça me paraissait pas une bonne chose, ça, je le sentais pas. Et donc j'ai cherché, je suis tombé sur une étude qu'il avait fait, que Norman Rockwell avait fait avant de faire le tableau, et qui était plutôt avec des tons bleus et gris. Et du coup j'ai pris cette palette-là qui m'est plus familière, on va dire. Et puis voilà, puis je suis tombé, il travaillait d'après photo aussi, donc je suis tombé sur les photos, il avait fait poser des petites filles
dans la robe blanche avec les affaires, etc. Et enfin voilà. Et là, donc du coup, j'ai fait relever la tête à Ruby. Je me suis permis ça pour que ça colle un peu avec le titre, et qu'il soit pas tête baissée. Alors, ce tableau que vous avez refait, adapté, il est présenté sur une belle double page dans l'album, mais ce n'est pas l'illustration de couverture qui pourtant y ressemble un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix et comment est-ce que vous avez choisi cette couverture? Alors, alors les couvertures dans les albums jeunesse, c'est toujours quelque chose, voilà, toujours un peu plus compliqué que les autres illustrations à faire. Donc, on était parti, enfin voilà, en tout cas, ce qui se passe, c'est que dans tout l'album, Ruby marche quasiment tout le temps, quoi, à part quand elle est dans la classe et dans la cour de récréation. Et moi, j'aime bien représenter les gens marcher. Enfin, j'aime bien regarder comment les gens marchent. Et enfin voilà, je trouve ça un spectacle qui ne me lâche jamais, voilà. Et voilà, et donc j'ai remarqué que je dessinais souvent les gens en train de marcher et j'ai pas fait gaffe, mais à la fin du livre, enfin quand j'ai fini l'illustration intérieure, je me suis dit mais c'est vrai, elle marche tout le temps, Ruby, quoi. Et toujours vers l'avant. Et on en a parlé donc avec Caroline et Ilona. Donc vos éditrices. Voilà, on est parti sur ça, quoi. Voilà. Et voilà, elle marche vers la droite et malgré les regards qui sont pas vraiment bienveillants autour d'elle, elle continue son chemin. Il y a 3 bonhommes qui la regardent un peu avec malveillance sur cette couverture. Il y a aussi un chien qui semble hargneux. Ouais, c'est bien les chiens. C'est un peu des éponges. On peut mettre ce qu'on veut, quoi. Enfin, en tout cas, j'aime les chiens quand on les représente. Voilà. Chacun peut voir l'expression qu'il veut dans le regard du chien. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Ruby tête haute? Qu'est-ce que je peux... Bah, c'est assez surprenant. Enfin, cet album, depuis qu'il est sorti, il y a eu énormément de retours positifs. Et ça nous surprend... Enfin, ça surprend Irène Cohen, Jonca, ça me surprend moi, agréablement, hein, et les éditrices, et ça n'a pas l'air de faiblir, quoi. Voilà, l'album est sélectionné pour le prix des Incorruptibles, il va y avoir une traduction aux États-Unis qui est en cours. Fantastique. Donc, ouais, c'est une belle histoire qui... Ruby tête haute, donc écrit par Irène Cohen, Janka et illustré par Marc Dagneau, aux éditions des éléphants avec le soutien d'Amnesty International. Et j'en profite pour remercier les éditions des éléphants qui nous ont fait parvenir des exemplaires de presse de cet album. Voilà. Et ce qui est une petite anecdote marrante, c'est que Caroline m'avait dit j'aimerais bien que tu travailles à la gouache. Et en fait, elle voulait dire peinture, quoi. Et c'est vrai que moi, j'avais commencé à travailler à la gouache et j'avais arrêté il y a une dizaine d'années pour passer à la peinture à l'huile. Et le dernier album que j'avais fait avant Ruby tête haute, il datait de 2013, et je l'avais fait à la plume, à la langue de Chine, avec quelques pages en couleur, mais principalement un travail très proche de la gravure. Et donc elle me demandait en fait de travailler en couleur, et donc moi j'ai pas posé de questions, j'ai ressorti mes vieux tubes de gouache et j'ai un peu souffert, quoi. Oui, en fait, elle vous demandait de travailler en couleur, quelle que soit la technique, et vous aviez compris à la gouache. Bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit, quoi. Donc et du coup j'ai trouvé ça un peu raide. Je trouvais que, enfin voilà, j'étais pas super sûr de ce que j'étais en train de faire, ni vraiment maîtriser ce qui se passait dans les images, mais bon, et du coup la leçon, c'est que c'est pas très grave qu'on maîtrise pas finalement, vu qu'il s'est passé autre chose que les gens perçoivent. On va faire une pause musicale avec Racist Friend.
Vous écoutez l'émission des éclats de lire sur Radio Escapade et c'était The Specials AK avec Racist Friend. Je suis toujours en ligne avec Marc Dagneau. Oui, je suis toujours là. Fantastique. Et je vais prendre un nouveau mot de votre liste, même 3 nouveaux mots. Et je vais vous demander de nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi Horizon. Parce que c'est un beau mot. Oui. Et 2, je crois qu'on en a besoin. Pardon. Et puis j'ai compris, en fait, à force de regarder le monde et de dessiner, pour le dessiner, ou dessiner des bouts du monde, en tout cas, que la ligne d'horizon, en fait, est passée avant tout par nos 2 pupilles, et que c'était oula, je suis parti dans un truc, je sais pas comment je vais m'en sortir. Et que voilà, que c'était Bon, j'ai rien d'autre à dire. C'est pas grave, on va passer à un autre mot, je crois qu'on en a besoin aussi, c'est le mot caresse. Alors, c'est voilà, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien. Et que c'est pareil, c'est un rapport au monde, quoi. On peut caresser les animaux, les plantes, les arbres, les rochers, enfin c'est un langage, je crois. Enfin, c'est quelque chose qui passe pas forcément par l'intellect, quoi. C'est plus quelque chose d'intuitif. Et voilà. Un 3e mot que vous proposez au pluriel, des vertiges. C'est pareil, c'est un joli mot. Un peu plus angoissant cette fois-ci. Pas forcément. Pas forcément. Au départ, oui, moi j'avais le vertige, donc c'est un truc, une sensation désagréable et de panique, d'être, de la peur du vide, et petit à petit, c'est quelque chose que j'ai réussi à, je sais pas, apprivoiser, ou en tout cas qui est parti, et maintenant j'aime bien marcher en haut des montagnes, enfin même des petites montagnes, hein, faut pas exagérer, mais j'ai pas été faire Kilimanjaro, je sais pas quoi, mais voilà. Donc il n'y aura pas de souci, dans nos Cévennes, vous serez à l'aise? Oui, mais je connais un peu, ouais, j'aime bien aller marcher là-bas. Ouais. Bon, je vais plus vous embêter pendant un moment avec cette liste de 10 mots. Et on va parler d'un autre sujet tout aussi épineux, je crois. Donc en ce moment, on parle beaucoup de vous pour Rubis Tête Haute, mais vous êtes habitué à déferler les chroniques. Vous avez co-signé avec la regrettée Claire Franec un album qui s'appelle Tous à poil et qui a été tout à fait confidentiel jusqu'à ce qu'il soit mis en lumière par Alain Juppé. Alors, on va pas reprendre le débat. Je vais vous reprendre oui. Sur 2 choses. Oui. D'abord, il n'a pas été complètement confidentiel parce que c'était un tirage. On a eu le prix du meilleur album francophone en 2011 en Belgique. C'est un album qui avait trouvé son public en France. Et 2e point, c'était pas Alain Juppé, mais c'était Jean-François Copé. Voilà. Ah mince. Ah, j'ai mal révisé. Je l'avais dit tout à l'heure, j'ai mal révisé moi aussi. Et donc oui, et en fait, s'il a défrayé la chronique, c'est qu'en fait, donc Jean-François Copé, qui était à l'époque directeur de, enfin non, je sais plus comment, ce premier secrétaire ou président, j'en sais rien. Vu que j'ai toujours pas, j'ai pas bien réalisé non plus, de ce qui s'appelait, de l'UMP, maintenant on appelle les Républicains. Et dans un contexte assez précis, qui était C'était une période électorale. Non, c'était la manifestation pour tous, c'est-à-dire où des organisations de droite, il faut bien le dire, et voire d'extrême droite, s'élevaient contre ce qu'avait mis en place le gouvernement, c'est-à-dire l'abaisser de l'égalité pour qu'il y ait plus, qu'il y ait plus d'égalité filles-garçons, et moins de
discrimination envers les homosexuels. Et du coup, et puis aussi le mariage pour tous. Et donc il y avait eu des manifestations qui étaient assez violentes, ça on n'en a pas trop parlé, mais qui sont toujours été dispersées assez violemment aussi. Et donc pour récupérer les voix de ces gens-là, Jean-François Copé a pris notre livre, elle l'a lu en direct lors d'une émission de radio-télé là sur BFM le dimanche soir. En faisant part de ses commentaires tout à fait acerbes. En disant que voilà, c'était n'importe quoi, déjà il a dit que c'était un livre, il a présenté ça comme un livre scolaire, que les enseignants étaient obligés d'apprendre, de lire en classe. Alors bon, c'était complètement faux, même s'il a été présenté dans des écoles et qu'il y a des instituts qui avaient librement choisi de travailler sur ce livre. Oui, il s'agissait d'une suggestion faite par une association ardéchoise. Voilà. Et reprise par le conseil général départemental de je sais plus où. De Grenoble, je crois. Voilà. Et du coup, voilà, il a instrumentalisé notre livre dans le but de faire du clivage dans la société française. Et voilà, donc nous on s'est retrouvés un peu propulsés dans les médias. Donc ce qui était une expérience assez à la fois intéressante et éprouvante. Et mais c'était, voilà, en même temps on était avec les gens du Rouergue, à savoir Sylvie Gracia, l'éditrice roman, et puis Adèle Leproux, attachée de presse, et puis Pauline Parvent aussi. Et donc c'était super. Et toute la profession de littérature jeunesse aussi s'est un peu soulevée en soutien. Oui, bien sûr. Oui, il y a une grande partie, puis ça crée quelques jalousies, mais ça on va pas. Enfin, je voulais pas forcément revenir sur ce débat, mais le mettre, voir comment ça pourrait être aujourd'hui, comment les choses se passent aujourd'hui. Je pense que voilà, je veux dire, c'est ce qu'il en reste, ce qu'il en est resté en tout cas de cette affaire, c'est qu'il y a le clivage, il a marché, c'est-à-dire que les gens qui ont une défiance envers la littérature jeunesse actuelle et les bibliothèques ou même le fait d'ouvrir un livre en sortent renforcés, et une défiance envers l'éducation nationale et tout ça, ça a marché quoi. Après voilà, je dois avoir une étiquette de dangereux gauchiste en plus. Mais bon, ça c'est pas grave. Et voilà, donc oui, il y a une reconnaissance de la profession envers notre travail. Et donc ça, c'était vraiment chouette. Voilà. Il y a quelques semaines, un autre livre dédié à la jeunesse, aux enfants, a été retiré de la vente en raison d'une censure émise par les réseaux sociaux. Il s'agissait d'un ouvrage sur la puberté. Oui. Que vous pensez de ce genre de réception de la littérature jeunesse ? Alors, moi je trouve, vu l'expérience qu'on a eue, alors, bon, tout ça à poil, c'était pas vraiment un truc de censure, quoi. Non, ça n'a pas été le même débat. Voilà, il a été mis en avant pour taper sur le gouvernement, etc. Mais la censure, moi, je suis contre. Je suis contre. Je pense que là, les gens qui ont lancé cette pétition, ils se sont pas forcément rendus compte des conséquences que ça pouvait avoir. Moi, je pense que le débat est toujours mieux que la censure. Quand on commence à censurer quelque chose, on ne sait pas où ça s'arrête. S'il y a une espèce de jurisprudence qui s'installe, elle va s'installer pour tous. Voilà. Et pour tout, dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît pas, on l'interdit. Et moi, ça, je suis pas d'accord. Voilà.
Il Je suis semble pas en tout d'accord. cas, avec ces deux débats, ces deux livres qui sont bien différents l'un de l'autre, il semble quand même que les livres pour enfants sont considérés dans l'imaginaire des adultes ou des prescripteurs, pardon. On dirait qu'ils jouent un rôle capital dans l'éducation de l'enfant et qu'il faut être Alors moi, très attentif à leur hmm, contenu. Est-ce que c'est moi je surestimer le trouve ça, rôle de la littérature? en tout cas moi je trouve ça très hypocrite. Enfin, c'est un manque de courage. Enfin, je l'ai reproché à Monsieur Copé en 2014 quoi. Je veux dire, enfin, ou même enfin, je veux dire, on s'attaque à un livre, on sait pas un tirage, un impact quand même par rapport à la télévision ou à des médias de masse Mm. qui ont beaucoup plus d'influence et beaucoup plus de poids, mais je sais pas, en tout cas voilà par rapport à pourquoi on s'attaque pas à la presse à scandale, enfin tu vois, ou aux publicités, ou et on laisse enfin je veux dire les mômes tout seuls devant la télé. Et là, et ça, tout le monde trouve ça normal, mais un livre, tension, ça devient suspect, et je trouve ça complètement disproportionné. Enfin, les gamins peuvent jouer à des jeux, enfin, voilà, hyper violents, enfin voilà, ça dérange personne. Et tout d'un coup, un livre, on montre un bout de sein ou une quéquette, et là, tout d'un coup, c'est la fin du monde, quoi. Enfin, voilà, moi, je trouve ça d'une hypocrisie. Mm. Assez dingue. Mais voilà, mais c'est vrai que le statut du livre, il y a quelque chose d'un peu sacré en France autour du livre. Puis pas qu'en France, je pense, hein, mais voilà, c'est-à-dire, je pense pas que les livres mettent en danger qui que ce soit. Enfin, faut arrêter avec ça. Merci Marc Dagneau. Je vais vous proposer un autre mot avant de faire une pause musicale, le mot trace au pluriel. Là, il faut que je réponde maintenant, j'ai pas bien compris. C'est après le morceau. La trace. Bon, on peut répondre après la musique si vous préférez. Donc on va écouter Neil Young et ensuite vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi trace ainsi que lien. Ça vient juste après. D'accord, à tout à l'heure donc. Sugar Mountain de Neil Young sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission des Éclats de lire. Je suis au téléphone avec Marc Dagneau qui est censé nous expliquer pourquoi il a choisi le mot trace pour se présenter. Alors, on parlait de traces et de liens, et en fait, c'est ces deux mots ont beaucoup à voir avec mon travail et ce qui m'intéresse dans le fait de créer des choses, notamment des images. Je crois que depuis que je suis tout petit, à chaque fois je vois des traces du passé. C'est quelque chose que j'essaie de décrypter ou de comprendre, en tout cas qui m'interrogeait. Et puis je crois que j'ai envie de laisser des traces aussi à mon tour. Et voilà, et ça continue. Enfin, je veux dire, je suis toujours ému par les traces, que ce soit des traces des gens, les traces des animaux, les traces sur les écorces des arbres, ou sur les rochers. Enfin, enfin voilà, c'est quelque chose qui me parle. Et le lien, ben voilà, c'est peut-être faire des liens entre les traces. et oulala, je dis beaucoup et j'hésite. Et les liens, voilà, on crée enfin, tout existe en fait. Ouais. Donc tout est connecté. le travail de création, c'est de faire des liens qui n'existent pas, des liens entre des choses qui existent, mais des liens qui n'ont pas été faits. Donc voilà, j'occupe mon temps à ça. D'accord. Et puis les liens entre les gens aussi, c'est la vraie richesse. Et justement, si on peut parler des liens un peu avec votre public, notamment au travers des ateliers que vous proposez. Alors là, j'ai pas révisé du tout. Du tout. Vous proposez quand même un atelier aux Éclats de lire, un petit peu hors norme avec un grand panneau vitré. Oui, en fait, c'est un espèce de dispositif pour créer du lien à travers, enfin, que les gens se regardent et prennent le temps de se regarder et de se représenter. Et c'est quelque chose par expérience, c'est quelque chose de joyeux.
je me suis rendu compte que à chaque fois que j'ai proposé cet atelier sous plusieurs formes et à différents publics, et à chaque fois ça crée de la joie, quoi. Et les gens se l'approprient. Et en fait, moi, j'ai pas grand-chose à faire. C'est aussi un peu un truc de feignant. Mais Oh, vous avez une idée tout de même. ouais. Et mais voilà, c'est ça qui est. Alors concrètement, à quoi va ressembler cet atelier proposé aux éclats de lire? Et ben les gens se retrouvent en face d'une fenêtre. Mhm. Et il mettra, il y en a un qui dessinera une personne qui posera de l'autre côté. Donc le but, c'est un peu un dispositif qui dédramatise le fait de dessiner, parce que les gens ils disent oh moi je sais pas dessiner, oh, c'est trop dur, gna gna gna. Et en fait là il suffit de repasser ce qu'on voit sur la vitre en fermant un œil pour que ça se simplifie, enfin pour qu'il n'y ait plus la profondeur. Et puis voilà. Et c'est tout simple. Et puis c'est, enfin, comment dire, ça produit des grands effets. Oui. Bon, bah, ça va être chouette en tout cas. C'est presque la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut Déjà parler... Eh oui, déjà. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de vos projets avant de se séparer? Vous Ouais. avez un album en cours, je crois? Oui, j'ai terminé un gros album que j'ai écrit et que j'ai illustré, Ouais. qui sortira à la rentrée aux éditions du Seuil Jeunesse. Et c'est une espèce de conte, ça s'appelle Princesse ma belle. Donc ça va être un gros album avec 64 pages, 28 illustrations, quelque chose d'assez ambitieux. Je crois que j'ai jamais fait de projet aussi ambitieux. Donc j'ai un peu la trouille, mais en même temps je suis vachement content. Voilà, donc c'est un conte, c'est une histoire d'une princesse aveugle qui naît dans un royaume où a priori tout va bien, et puis il va se passer plein de trucs, il y a plein de personnages, et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que c'est une grosse surprise. D'accord, Voilà. et ben on verra ça du coup en Et septembre, puis c'est ça? sinon, ouais, et sinon là je travaille sur un autre album, sur un texte de Raphaël Frieur qui s'appelle comment ça s'appelle déjà, Papa, dans le chien, Papa et moi, ou Papa, mon chien et moi, un truc Il y a comme un ça. chien en tout cas. Voilà, et je peux vous en dire un peu plus. Oui. C'est comment un chien prend le pouvoir dans une cellule familiale, en plus monoparentale. Et là, le chien, qui a l'air débonnaire au début, se révèle être un vrai tyran domestique. Donc c'est très amusant à faire, on s'amuse bien, et voilà, et ça va être un truc un peu, enfin plutôt drôle, mais un peu grinçant quand même, j'ai l'impression. Voilà. Super, et ben merci beaucoup. Il nous reste un Ben, dernier merci à vous. mot à explorer tout de même avant qu'on se sépare. Ah, Ce sont les yeux avec un Z. voilà, parce que je suis pas très bon en orthographe. Ouais, c'est comme dans Zorro. J'aime bien les Z. Dans Horizon aussi, un Z, c'est une lettre que j'aime bien. Alors les yeux, voilà, c'est qu'est-ce que je ferais sans, voilà, c'est l'importance du regard, en tout cas c'est par là que passe aussi mon rapport au monde, et que c'est une drôle de frontière, quoi, de ce qui se passe comme échange à ce niveau-là, et c'est pas seulement visuel, parce que par exemple, je sais que quand j'entends un oiseau qui chante, ah oui, il y a un oiseau très important aussi dans Princesse ma belle, voilà, comment ça, une citelle torche-peau qui a un rôle très important dans ce conte. Et voilà, donc quand j'entends un oiseau qui chante et que je cherche à le voir et que je le trouve dans les branches d'arbres, et quand je le vois, il arrête de chanter. Donc je pense que il se passe des trucs au-delà de la vision. Enfin, il y a quand même un échange de. Voilà, je suis pas mystique. Hein, j'ai mes pieds bien sur terre, Non, mais j'ai non, remarqué juste ça. connecté à la nature. Voilà. J'essaye. Ouais. Eh bien, Bon, merci voilà. beaucoup pour cette interview, Marc Dagneau.
De rien, merci à vous. Et Votre avec patience. plaisir. Et on se reverra donc au mois de mai au Vigan pour les éclats de lyre. Super. Allez, bah d'ici là, portez-vous bien. Merci vous aussi. Soignez votre rhume. Au revoir. Au revoir.